Bonjour à tous. Donc voilà, ça c'est mon coin de travail qui bizarrement se trouve exactement au centre de l'appartement, donc qui est un lieu de passage. Mais c'est l'endroit où il y a une grande table et où je peux le mieux m'étaler. Et sinon, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit ordi portable, ce qui me permet d'aller me caler dans un tas d'autres coins partout dans l'appartement. Par exemple, me rapprocher de la lumière et me caler au salon, ou alors me caler dans la cuisine, tranquille, en buvant du café et en fumant des clopes, sur le manche debout, voilà. Mais quand même, c'est là que je me sens le mieux. Et puis comme ça, j'ai vue sur tout le reste de l'appartement et ça me permet de trouver plein d'occasions d'être distraite dans mon travail et de trouver plein d'occasions de faire autre chose que mon travail. Voilà. Je vais faire peut-être un petit gros plan, peut-être sur... bon voilà, là c'est mon carnet de travail où je prends des notes. Là c'est les lectures sur lesquelles je bosse en ce moment. Voilà, là il n'y a pas de café, mais normalement il y en a toujours. Voilà. Bienvenue dans mon bureau, dans mon monde. Avec mes murs de livres et puis mes murs de manuels scolaires parce que je suis aussi professeure de français. Mon ordinateur. Alors j'écris beaucoup sur l'ordinateur et j'utilise des carnets pour préparer mes textes, des notes, des gribouillages. J'écris pendant les vacances scolaires, souvent. Le confinement a été une période plutôt propice à l'écriture. Hein, Minette, on a écrit. Voilà, mon petit monde. Bonjour à vous Bonjour. trois. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis vraiment de vous accueillir pour cette 12e édition du festival. Festival numérique cette année, Covid oblige. Nous avons souhaité vous réunir toutes les trois et nous vous remercions vraiment d'avoir accepté de vous confronter à l'exercice, car c'est dans le cadre des tribus Livre à vous. Vous savez, les tribus, c'est ces groupes de lecteurs qui se portent volontaires pour lire une sélection de romans. Donc j'anime avec Audrey des tribus Livre à vous ados. Le son est pas bon du tout. Moi, j'ai vraiment du mal à vous entendre. Ah, et là, est-ce que vous m'entendez mieux? Non. Non. Je sais pas vous les filles, mais... Non, pas génial. Non. Hein. C'est loin, c'est loin. Il faut monter le son très loin, à fond. Ah oui, mais même à fond. C'est moi qui dois monter le son? Ah, plus du tout, là, carrément. Non, je ne bouge pas. Est-ce que vous m'entendez mieux? Toujours pas? J'entends pas, là. Tu entends quelque chose, toi, Rachel? Rien du tout. Non. Un peu élu, mais là, j'entends. Remonte ton micro. Vous m'entendez, moi?
Est-ce que Tu fais vous... pas? Ah oui. Oui. Ah, C'est ton micro qui est trop bas, peut-être. alors, trop bas, il est sous mon menton, donc je ne sais pas si je peux le monter plus. Non, c'est pas ça. Alors, vas-y Audrey, enchaîne. Peut-être. T'en étais où? Parce que... On m'entend ou pas? Toujours pas? Très, très mal, très loin, en fait, comme si vous étiez de l'autre bout de la pièce, très, 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 très loin. Mince. Et moi, vous m'entendez? En fait, Pas on très entend, bien. on entend un filet de voix. C'est pour ça qu'on peut dire oui, mais c'est un filet. Ah bon, bah donne. Non, bah, ça ne change rien. Je préfère que tu le fasses parce que tu es plus à l'aise. Et Caroline, tu entends, toi? J'entends. Essayez de reparler parce qu'au début, j'entendais pas très Oui. bien, mais j'entendais quand même. Est-ce que vous nous entendez mieux là? Et à certains moments, j'entends plus rien. C'est toujours très loin? Là, j'entends rien. Moi non plus. La technique Mais est en train j'entends de bien résoudre. Rachel et Marion, je vous entends. La Ouais, technique pareil. est en Oui, train de pareil. résoudre le problème. On arrive vers nous en courant. Avec ce micro. Ah, très bien. Essaye avec celui-là. Ok, ça marche. Est-ce que vous m'entendez là? Avec ce micro, on a changé de micro. Est-ce que vous m'entendez? Mieux. Mieux, mieux. Mieux. Vous avez la Oui, joie ça y est. d'entendre le doux son de ma voix, du coup. Oui. Très près du micro, me dit-on. Oui. Bien. Donc, je vais recommencer depuis le début, parce que je ne sais pas si vous avez entendu le début de mon propos. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette 12e édition du festival, un peu particulière. On l'a dit, Covid oblige. Nous avons souhaité vous réunir toutes les trois et nous vous remercions d'avoir accepté l'exercice, car c'est dans le cadre des tribus Livre à vous qu'Audrey et moi gérons. Nous nous occupons d'une tribu d'ados, j'aime bien le terme, qui sont un groupe d'ados qui sont réunis, volontaires, pour lire une sélection de romans qui leur sont destinés et pour lesquels ils vont voter. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'à l'issue de cette sélection, c'est Rachel, avec Au plus près des étoiles, qui a été choisie par les lecteurs des tribus. Voilà, donc félicitations. Bravo. On est ravis. Merci. Rachel. Pardon? J'en suis ravie. Ça marche. En tout état de cause, même si c'est vous qui avez eu le prix, vraiment, la lecture des romans a fait l'unanimité parmi les ados. Donc c'est important. Et comme Marion ne faisait pas partie de la sélection, on s'est autorisé à rajouter un de ses romans pour que justement les tribus puissent avoir un aperçu de tout ce que vous pouviez proposer. Après cette lecture, on a discuté avec nos ados, ce ne sont pas les nôtres, mais on se les approprie quand même un peu, et est ressortie une thématique très forte qui était le destin de la femme et comment s'emparer de nos vies quand on est une femme, quel que soit l'endroit où on se trouve sur la planète et à l'époque à laquelle on se trouve. Parmi ces tribus, il y avait des garçons. Les garçons se sont interrogés comme nous sur le destin des femmes et des filles en général parce qu'ils sont fils, ils seront un jour maris et on a eu la chance d'avoir des garçons très investis sur ça. Du coup, la thématique véritable, c'était subir son destin ou choisir sa destinée en quelque sorte. Voilà, donc nous avons travaillé sur vos 3 romans. Nous aimerions, avant de nous lancer, savoir si vous accepteriez de vous présenter, parce que vous vous connaissez certainement mieux qu'on vous connaît au travers de vos romans, vous définir en quelques mots pour qu'on comprenne qui vous êtes et ce qui vous habite. Merci. Waouh. Vas-y Rachel, commence. Waouh. C'est dur, hein. C'est dur de se définir en quelques mots. Je suis autrice. Je suis aussi enseignante. Je suis professeure de français. Je crois que mon écriture se nourrit de mon expérience. Vous parliez de tribus, de vos adolescents. Moi, c'est mes élèves. Donc, c'est ceux que j'accompagne.
C'est pour ça que j'étais ravie de parler voilà, de destin et d'enjeux de destin avec des jeunes. Est-ce que le futur est déjà déterminé? C'est des questions que je me pose souvent et quand je suis en classe et quand j'écris. Voilà, j'habite la région toulousaine et je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est très bien, merci. Caroline ou Marion, vous voulez vous lancer et nous donner quelques secrets vous concernant, vous décrire? Bon, bah allez, j'y vais. Je trouve qu'effectivement, l'exercice est difficile parce que, comme vous disiez, essayer de se présenter au-delà de nos livres, et c'est compliqué parce que je crois que ce qui est intéressant, justement, c'est ce qu'on met dans nos livres, donc, et que ça en dit beaucoup. Après, bon, moi, je suis autrice, j'ai été éducatrice spécialisée pendant une quinzaine d'années. Je ne le suis plus. Maintenant, je vis essentiellement de l'écriture, des rencontres et tout ce qui est autour de mes romans. Je vis à Marseille. Et voilà, je suis animée par tout un tas de questions qui, je pense, et de thématiques qui se retrouvent au travers de mes bouquins, que ce soit en jeunesse ou en adulte. Et qui concerne effectivement ce que vous dites, hein, subir ou choisir. Je trouve que c'est ça définit bien une grande partie de mes questionnements et de ce que j'essaie d'explorer dans mes bouquins. Voilà. Merci. Et attendez, excusez-moi, j'ai juste une petite question. C'est que du coup, je voulais savoir quel était le roman que vous avez fait lire, comme j'étais pas dans la sélection, lequel de mes romans vous avez fait lire à votre tribu? Nous leur avons fait lire 100 fois Nilois. Merci. Oui, bonjour. Donc, bonjour. Moi, j'ai publié mon premier roman en 2015, La pyramide des besoins humains. Et La fille et le fusil, je crois, qui était dans la sélection. C'est donc mon troisième roman sur l'adolescence. Et autour du thème du destin, oui, je pense que j'ai l'impression, en tout cas, que mes personnages à la fois cherchent leur place. Je le dirais plus comme ça. Alors, est-ce que c'est une place sociale ou dans la famille, dans le clan Donc, il y a toujours, en tout cas, cette quête où ils ne trouvent pas leur place au début du livre. Et avec cette envie de... alors, est-ce que c'est de renverser leur destin, en tout cas de se sentir exister? Voilà, et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire sur... moi, je travaille aussi à côté. Je travaille dans une université, donc pas en tant que prof, côté administration. Et je divise ma vie entre Paris et la Bretagne. Merci. Merci. Je vais juste rajouter une chose. Dans le cadre des tribus, ce qui a été intéressant pour nous, c'est qu'on est face à des lecteurs qui sont avides de fantastique ou d'héroïque fantasy et qui pourtant sont en véritable recherche de romans qui peut leur parler de leur vie de tous les jours avec des héros qui leur ressemblent et qui leur donnent en fait des réponses, pour certains, sur des situations qu'ils sont amenés à vivre dans leur vraie vie. Donc c'est tout le paradoxe, c'est cette envie de partir dans du fantastique avec des dragons, des quêtes, des épées, et en même temps ce besoin vraiment d'avoir des réponses sur des problématiques du quotidien. Dans les romans qu'on leur a fait lire, ces problématiques-là sont ressorties. C'est la raison pour laquelle on va vous poser la première question qui vient de Sacha. Donc cette question, elle s'adresse à Caroline Solé. Du point de vue du lecteur, Lou semble avoir plusieurs choix. Mais de son point de vue, lorsqu'elle prend ses otages, a-t-elle l'impression de n'avoir qu'un seul choix? Si oui, ce choix fait-il partie de son destin? Donc oui, Lou dans le livre, c'est donc le personnage principal, une adolescente qui va prendre en otage un homme politique et un lycéen. Une adolescente qui vit en zone rurale, qui se sent coupée un peu de la société, abandonnée d'une certaine façon, en décalage. Et
Et donc, je pense qu'effectivement, c'est un geste de désespoir, en tout cas, de brandir ce fusil, comme si c'était le seul choix qu'elle avait à ce moment-là. C'est une adolescente qui ne trouve pas les mots, qui a l'impression de ne pas s'exprimer correctement, de ne pas pouvoir dire ce qu'elle ressent. Et donc, ce passage, je dirais, à l'acte violent est pour elle la seule façon de s'exprimer à ce moment-là. Après, ce qui lui permet de renverser son destin, c'est là tout l'enjeu, tout le piège peut-être aussi. Elle a en tout cas l'impression qu'on ne lui a pas donné les bonnes cartes dès le départ, que le jeu qu'elle a en main ne lui permet pas de gagner. Et la colère qu'elle éprouve au fur et à mesure et qui grandit, c'est cette impression, elle sent bien que c'est un piège, là où ce qu'elle est en train de faire, qu'elle risque plus de terminer en prison que de se libérer. Et donc, il y a cette rage qui grandit en disant « mais on me reproche en gros de tricher pour passer à la violence, mais avec les cartes que j'avais, j'aurais jamais pu gagner. » Donc, je dirais, voilà, c'est une tentative désespérée de renverser son destin et tout ce que j'ai essayé de faire l'intrigue, c'est est-ce qu'elle peut y parvenir de cette façon-là ou pas. Merci. Ça répond à une question qui avait été posée dans le cadre des tribus avec un extrait de votre roman, justement, qui résume ça. Je vais juste lire le début, puisque c'est l'extrait qui avait été choisi par la tribu. Donc c'est Lou qui parle et qui dit « Quand un élève se moque d'elle, elle ne réplique rien sur le moment, mais lui fait ensuite sa fête mentalement. Elle se venge à contre-coup et en silence. Quand sa mère la contrarie, que les devoirs l'accablent, quand la vie la heurte, elle simule des confrontations virtuelles. Sauf que ces combats de l'ombre ne règlent jamais rien. Aucun mot n'est prononcé, l'autre n'entend pas, ne voit pas, ne renvoie rien. Le langage se dissout dans le fantasme. Donc la colère non seulement n'est pas tarie, mais grandit. Une boule de rage grossit à mesure qu'elle dévale les pentes enneigées de ses pensées, jusqu'à devenir trop lourde à porter, impossible à masquer. » Ça a marqué les enfants parce qu'effectivement, toutes ces choses non dites que peut ressentir Lou la poussent à un moment donné à un geste qui pourrait paraître extrême. Mais est-ce que si nous étions nous-mêmes dans ce type de situation, est-ce que nous en arriverions pas nous-mêmes à avoir des gestes extrêmes? C'est le questionnement qui est ressorti de ça, en fait. Oui. Mais en fait, je dirais un des points de départ, de moteur de ce livre, c'était notamment le contexte social qu'on avait. Et moi, il y avait cette idée sous-jacente qui m'a un peu perturbée, comme quoi seule la violence permettait de s'exprimer. C'est-à-dire qu'il y avait à un moment donné une impression de ne plus être entendu et qu'il fallait passer à l'acte violent pour avoir l'impression qu'on nous entende enfin ou qu'on nous regarde et qu'il se passe quelque chose. C'est un des points de départ de ce livre. Et moi, étant très sensible à la violence, souvent on se met à écrire des livres qui me perturbent quand même, en me le disant. Et donc, je crée ce personnage qui, j'espère, en tout cas me touche au départ, en essayant moi-même de comprendre comment on passe. Donc, on en vient à la violence. Et... C'est parfait. C'est intéressant. Moi, je trouve que ça pose vraiment la question de la légitimité dans la violence. La question de la violence légitime, c'est quand à un moment on subit une violence sociale telle qu'on est dans une impuissance profonde. Et est-ce qu'il y a d'autres solutions finalement au bout d'un moment que la violence? Enfin, moi, ça m'interpelle beaucoup ce que dit Caroline. Merci. Je vais relever la question de Sacha. De Fergal. Alors maintenant, on va vous poser une question à toutes les trois. Cette question, elle émane de notre groupe de bibliothécaires ados qui avons préparé livre à vous. C'est quoi la liberté pour une femme? Waouh. Alors, Rachel Marion, je vous laisse. oh la vache, c'est quoi la liberté? Déjà, c'est quoi la liberté? C'est dur. Ouais. Mais alors, c'est quoi la liberté pour une femme? Mais moi, ça m'embête cette question. Enfin, pourquoi pour une femme? Enfin, je vois pas. Enfin, excusez-moi, hein, mais c'est l'intérêt de pour une femme, comme s'il y avait une liberté différente pour un homme que pour une femme. Enfin, si on présuppose ça, ça veut dire c'est un peu gênant. Bon, ça, c'est ma première réaction. Après, il faut que je réfléchisse. Mais
Je partage avec toi cet étonnement sur la précision de la liberté pour une femme. En même temps, je pense qu'elle a lieu d'être, cette question-là, parce qu'elle sous-entend que les femmes sont moins libres que les hommes, ce qui est une réalité. Donc, du coup, voilà, ça prend son sens, quoi. Mais je pense qu'en revanche, on ne peut pas y répondre uniquement pour les femmes. J'entends qu'elle soit présente dans la question, mais je pense que la question de la liberté, elle va bien au-delà de... Après, je vais essayer de faire le lien avec nos positions de romancières, d'écrivaines. Comment nous, peut-être à notre niveau, nous trois, on a tenté d'y répondre. Je pense que toi, avec ton personnage Marion de femme complètement, enfin, je parle de Sans foi ni loi, où c'est effectivement la liberté. Là, ça prend son sens parce elle se met dans un positionnement de peut-être d'homme, quelque part, de sa position de rebelle et lui fait acquérir cette part de liberté. Toi, Caroline, c'est parce qu'elle prend un fusil, et cette façon de s'affranchir en étant dans une violence masculine. Encore une fois, on oppose hommes et femmes. Et puis, alors, moi, finalement, je ne sais pas trop, parce que moi, dans Un peu plus près des étoiles, c'est mon personnage de fille, de jeune femme, elle est défigurée, elle n'est pas... En même temps, le fait d'être défigurée, d'être dans une apparence différente, c'est pas ça qui la rend prisonnière. Elle est prisonnière du regard des autres, mais elle est libre. Enfin, sa liberté, elle est intrinsèque à ce qu'elle me ressent. Voilà, ça, c'est ma deuxième réaction. Moi, je serais tentée d'y répondre. Enfin, déjà comment dire, en quoi mon personnage n'est pas libre. Voilà, j'ai essayé de le prendre avec cet angle-là. Lou, certes, elle brandit un fusil et essaye de trouver sa liberté avec la violence, mais si on regarde pourquoi elle le fait, parce qu'elle pense que cet homme politique célèbre et puissant aurait dû la prendre avec elle, c'est-à-dire qu'il aurait pu la sauver, comme elle pense que ce lycéen dont elle est amoureuse peut la sauver aussi. Et donc son premier réflexe de femme, de fille, à ce moment-là, est de penser que l'homme va la sauver. Et elle prend le fusil parce qu'elle veut les retenir. Elle ne veut pas qu'ils partent sans elle, comme si donc sa liberté allait dépendre des hommes. Et il y avait aussi, parce que l'intrigue que j'ai voulu creuser, c'était aussi cette prise de conscience chez elle, que peut-être le salut il fallait pas attendre le salut comme le prince charmant arrivera un jour et te libérera et te permettra de devenir une femme, que cette liberté de femme, elle va l'acquérir en elle et pas en attendant l'homme, le sauveur, quoi, le mythe du sauveur. Oui, du coup, la liberté, c'est l'action. Enfin, c'est le fait de prendre un fusil. C'est une question que je pose. Hein. Oui. Est-ce que la liberté, c'est porter des revolvers et tirer c'est quoi? Ouais, enfin, encore une fois, c'est dur, vraiment très dur de répondre. Moi, ce que j'entends dans ce que dit Caroline, c'est que non, la liberté, elle l'acquiert à la fin en se rendant compte qu'elle n'a peut-être pas besoin des hommes pour acquérir sa liberté, ou je suis à côté là. C'est ça que tu as essayé de raconter aussi. Oui. Que la liberté se fait effectivement en s'affranchissant de la dépendance à l'homme. Voilà. Et aussi, et ça je reviens peut-être sur la thématique du destin, est-ce qu'on peut renverser son destin? Mais ça, en réfléchissant à ce thème-là, je me suis aperçue que au départ de mes romans, c'est vrai qu'il y a une quête sociale de trouver sa place ou sa liberté. La pyramide, c'était ça, un ado qui fugue, qui cherche sa liberté dans la rue. Et je m'aperçois qu'en fait, mes personnages se heurtent à cette désillusion souvent, qui est qu'en fait, encore une fois, le salut ne vient pas de l'extérieur, donc soit de l'homme, mais soit des autres, soit même de la politique. C'est-à-dire mais vient de l'intérieur. Et pour moi, la liberté, le seul espace qu'ils arrivent à trouver, la marge de manœuvre, donc une forme de liberté qu'ils trouvent, c'est dans un monde intérieur. C'est-à-dire le salut vient dans ce rapport à soi-même, cette quête intérieure, où là, il y a peut-être un petit espace de liberté. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, pour moi, l'espace de liberté, il est dans ce monde intérieur bien plus que dans le rapport extérieur. Et alors, moi, pour parler donc de mon personnage dans Sans foi ni loi,
Je crois que j'ai voulu vraiment aller vers quelque chose qui serait... Bon, je l'ai décalé dans la géographie et le temps, donc ça m'a permis aussi d'aborder les choses différemment. C'est pas pareil si c'était dans un récit contemporain. Je voulais parler de la liberté, mais aussi de l'égoïsme que ça induit. C'est-à-dire que la liberté, c'est beau, c'est une idée, c'est un concept, mais la liberté implique aussi des choix qui coupent des autres. Et en l'occurrence, je voulais explorer ce tabou absolu qu'il y a encore, je trouve, au niveau des femmes, du regard qui est porté sur les femmes, ce qui est autour de la maternité. Et le fait que Ab Stenson choisisse de ne pas s'occuper de sa fille, je crois que c'est vraiment pour moi un petit peu le cœur du récit, même si finalement j'en parle assez peu, mais la fille est en filigrane tout le long. Et c'est... voilà, ce choix de la liberté et donc de l'égoïsme et donc de dire ben moi je m'occupe pas de ma fille parce que c'est pas pour moi, je sais pas faire et ça m'intéresse pas finalement. C'est quelque chose qui continue de choquer encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense qu'une situation comme j'aurais écrit un western comme ça et Ab aurait été un homme, mais alors ça aurait posé de problème à personne. Et je crois que là, voilà, c'est ça que j'avais envie d'aller creuser. Cet endroit où on est encore prisonnière d'obligations mentales, d'obligations. Une mère aime son enfant et s'en occupe forcément bien. Une femme a priori, à un moment, aura toujours envie d'être mère. Enfin, voilà, c'est un peu ces évidences-là que j'avais envie de secouer un petit peu. Oui, c'est sortir du stéréotype, en fait. Mais encore une fois, elle sort du stéréotype en adoptant un positionnement... Enfin, son positionnement, c'est un positionnement d'homme. Je suis pas certaine que ce soit un positionnement d'homme. J'ai l'impression que c'est un positionnement de personnage, de personne libre en fait, totalement libre. Et il se trouve que ça colle avec quelque chose de masculin, peut-être parce que les hommes ont beaucoup plus l'habitude de la liberté. Oui. Mais au fond, c'est pas forcément typiquement masculin. Elle a envie de vivre sa vie à cheval, quoi. Mais en fait, moi, ça m'évoque beaucoup cette idée de maison. C'est-à-dire, je trouve que les hommes sont vraiment élevés pour sortir de la maison, à cheval, dehors, quoi. Et les femmes sont invitées à préserver la maison. Donc, ça a longtemps été, je trouve, comme ça. Donc, on préserve la maison dans le foyer, dans la famille, dans la maternité ou autre. Et donc, pour moi, c'est sortir de la maison pour une femme. D'avoir en tout cas le choix, elle peut se trouver dans la maison aussi, hein, mais d'avoir le choix d'être femme dans le monde en dehors de cette place qu'on lui a réservée dans le foyer. C'est aussi un rapport à la culpabilité, je crois. Et cette culpabilité qui est ancrée, qui est historique, qui est culturelle, et peut-être le chemin de la liberté, il passe par l'affranchissement de la culpabilité. Comme tu disais, la culpabilité de ne pas être une mère, la culpabilité de pas réussir sa vie selon des normes particulières, la culpabilité de pas être dans la réussite scolaire. Ou finalement, c'est ça. Être libre, c'est s'affranchir d'une forme de culpabilité. Qui est peut-être plus prégnante pour les femmes que pour les hommes, ou différente en tout cas. Ouais. Ça, c'est juste. La vache, on a répondu. C'est très bien, on est satisfaite. Justement, je vais rebondir par rapport à une question aussi qu'on s'est posée. Vous montrez la non-perfectibilité des femmes dans Sans foi ni loi, dans Vanda, où elles sont perçues parfois de façon opposée. En tout cas, dans notre groupe, on n'était pas d'accord sur le personnage de Vanda. Il y en a qui ont vu la mère égoïste et d'autres la mère louve. Enfin, pour ma part, c'était la mère louve en tout cas. Voilà, on voulait avoir votre avis par rapport à ça. Pour moi, c'est marrant parce que vous mettez les deux bouquins en lien et c'est très très logique. Je les ai écrits l'un après l'autre et je pense que j'avais un questionnement au départ qui valait pour les deux, même si j'ai traité de ça de façon très différente dans les deux. Et
pour moi, c'était un peu deux phases différentes. C'est-à-dire que Abigail était dans le refus de la maternité, alors que Vanda était dans enfin, il y avait presque le trop et le pas assez, on va dire. Mais quelque part, les injonctions sont les mêmes. C'est-à-dire que ce que je voulais mettre en avant avec Vanda aussi, c'est l'injonction à être une bonne mère, et que quoi qu'elle fasse, finalement, ça ne va pas, parce que là, elle est trop. Parce que si une mère qui s'occupe pas de son enfant, elle n'est pas assez, et quand elle est un petit peu collée à son gamin, eh ben, on va dire qu'elle est dévorante, fusionnelle, nocive. Et c'est vrai, en plus, enfin, ça peut être vrai. La question n'est pas là, mais c'est que je trouve qu'il y a une pression extraordinaire qui est mise sur les mères, et qui rejoint la culpabilité, d'ailleurs, dont parlait Rachel, et qui est encore aujourd'hui complètement de mise, je trouve, dans le quotidien, tout le temps, dans ce qu'on peut entendre, dans ce qui se dit autour du fait de vouloir ou pas des enfants, de la façon dont on les élève, voilà. Donc pour moi, Vanda, oui, elle est à la fois louve et à la fois... C'était quoi l'autre Eh ben, voilà, une de nos collègues l'a perçue comme une mère égoïste, parce qu'elle s'en occupait pas bien pour elle. Voilà. Bah, elle s'en occupe surtout comme elle peut. Elle peut, avec les outils qu'elle a, parce que c'est pareil, ça me fait écho avec ce que disait Caroline aussi sur le personnage de Lou qui n'a pas les mots, mais c'est qu'à un moment donné, on fait aussi avec les outils qu'on a. Quand on n'a pas les mots, quand on n'a pas l'éducation, où on nous a dit que bah ouais, faire ça avec un enfant c'était bien, telle autre chose, ben là non, c'est peut-être pas le bon endroit, on n'est peut-être pas au bon endroit dans la relation. Ces choses-là, ça s'apprend en fait, c'est pas une évidence, c'est pas intrinsèque en fait. Et on fait avec les outils qu'on a. Et pour moi, Vanda, c'est un personnage qui se débat avec les outils qu'elle a, et son amour fou pour son gamin, c'est finalement c'est la façon dont elle parvient à l'aimer et à être bien avec lui. Et voilà. Et dans 100 fois ni loi, vous y allez, parce que Abigail, elle confie sa fille à une femme qui se prostitue dans un saloon. Oui, mais c'est sa meilleure amie aussi. Fort, quoi. C'est quand même sa meilleure amie. Et oui, il se trouve que Jenny est prostituée, effectivement, dans un saloon. Et ben, oui. Mais pour moi, elle l'abandonne pas. Elle est pas. Voilà. Non, elle l'abandonne pas, c'est vrai. Elle la confie en fait à quelqu'un qui, à son avis, saura mieux s'en occuper. Et parce qu'elle sait pas faire, quoi. Elle sait pas faire. Même à un moment, il y a une scène où la gamine essaie de lui faire un câlin et elle arrive même pas à la prendre dans ses bras. Mais c'est pas qu'elle l'aime pas, c'est qu'elle est pas très douée, quoi. Voilà. Elle a un handicap émotionnel. Mais c'est pas forcément émotionnel, oui, mais je crois que parce que dire qu'elle a un handicap, ça serait qu'elle a. Non, mais c'est une façon de parler, mais pour dire qu'elle sait pas faire, quoi. Elle sait pas faire et elle a pas envie, elle. Et pour le coup, pour moi, Abigail est plus dans l'égoïsme que Vanda, mais dans un égoïsme salvateur aussi, puisque c'est ce qui lui permet de vivre la vie qu'elle a envie de vivre. Et on fait pas que des choses bien dans la vie, et on n'est pas, enfin voilà, et on n'est pas non plus obligé toujours de suivre quelque chose sous le regard de la société. Enfin bon, voilà, c'est comment on s'affranchit de ça aussi à un moment. Et c'est bien aussi de montrer que les parents sont pas parfaits, quoi. Tout le temps. Ah oui, clairement, voilà. Clairement. Et ce qui me parle, Marion, dans ce que tu dis aussi par rapport à tes romans, c'est quand tu parles de notion de choix. Et finalement, pour moi, la liberté, c'est vrai que ce serait beaucoup sur avoir le choix. Et je trouve que dans tes livres, tu questionnes beaucoup le milieu social, notamment, qui ne laisse pas le choix aux personnages d'être libres ou pas, et qui font comme ils peuvent, comme tu dis, avec le milieu, la famille, ou, alors je sais pas, je parlerai pas d'handicap, mais d'empêchement, je dirais plus intérieur, quoi. Être empêché de vivre, que ce soit par le milieu social ou par notre psychologie. Et pour moi, voilà, la liberté, ou se débattre et vivre sa vie de femme, être une femme, être mère ou pas, comme tu parles de maternité, on a le choix aujourd'hui de ne pas être mère, mais est-ce que c'est accepté ou pas? En tout cas, ce serait vraiment de tourner autour de cette notion d'avoir le choix. D'ailleurs, pour rebondir sur ça, dans le cadre des tribus,
les filles principalement, à un moment donné, se sont posées la question, donc nous, on l'a formulée de cette façon-là. Est-ce que la société dans laquelle on vit, nous, en France, puisqu'elles se sont arrêtées à la France, est-ce que finalement la société permet véritablement aux femmes de choisir une destinée ? Elles se sont interrogées sur ça. Est-ce que les normes qu'on impose, les dictates qu'on peut imposer, ou ce genre de choses, finalement, autorisent réellement à choisir sa destinée ? Est-ce qu'on ne subit pas quoi qu'on fasse, sauf à être dans des cas un peu extrêmes, effectivement, comme dans Sans foi ni loi ou dans Vanda, où elles assument complètement le fait de ne pas plaire, entre guillemets, ou de déplaire. En tout cas, ce n'est pas ce qui apparaît en premier lieu dans les choix qu'elles font. D'après vous, voilà, est-ce que la société permet véritablement pour les femmes de choisir leur destinée ? Alors, est-ce que la société donne les moyens aux femmes de choisir leur destinée ? Enfin, c'est peut-être aussi comme ça qu'il faudrait formuler la question, parce que dans ces cas-là, la question que vous posez, il me semble, il y a quelque chose de l'ordre du passif, de l'ordre du subi. On subit une société et il y a une fatalité, un fatum, quelque chose qu'on ne peut pas dépasser. Et dans ces cas-là, on est condamné à n'être que ce qui est prévu. Alors, j'ai aussi essayé de réfléchir par rapport à mes livres parce que dans ces cas-là, on peut s'embarquer très loin. Je sais que dans mes livres, quand je traite d'une histoire, je traite d'une trajectoire. Alors, on ne va pas faire du social, on ne peut pas être dans de l'analyse profonde de comment est-ce que la société détermine, comment est-ce que les classes sociales, comment est-ce que... Je pense que, je ne suis pas suffisamment armée en théorie pour défendre ces idées-là. Moi, je crois que les idées que je défends dans mes histoires, puisque c'est ce que j'écris, je fais des histoires, c'est qu'on peut partir d'un point et que ce point, justement, parce on parlait de liberté, parce qu'on rencontre des gens, parce que ces rencontres-là nous nourrissent et nous grandissent, on peut évoluer et justement ne pas être condamné ou ne pas subir. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Si, vous avez donné votre point de vue. C'est juste que les jeunes de 13, 14, 15 ans que j'avais en face de moi avaient vraiment le sentiment, donc ça reste du sentiment certes, mais d'avoir eu des entraves, en fait, réellement. C'est-à-dire qu'au moment où ils se posent, à l'âge où ils avaient vraiment l'impression d'avoir des entraves, de ne pas pouvoir finalement aller au bout de ce qu'ils souhaiteraient pour eux. Mais 14 ans, c'est terrible d'avoir 14 ans. Enfin, à 14 ans, c'est l'âge de tout. Il y a tout est amplifié. Et c'est pas pour rien qu'on écrit aussi pour les ados. Il me semble que c'est un âge, l'adolescence, où tout prend une amplitude et tout prend une tension. Et on est très vite condamné à mort à 14 ans. La vie est très vite foutue à 14 ans. On est très vite au bout du rouleau à 14 ans. Et tout est dramatique et intense. Et je crois que l'idée, c'est que les livres peuvent justement, notre littérature peut justement apporter des voix. On parlait de rencontres, mais un livre, c'est une rencontre. Donc, quand tout est foutu à 14 ans et qu'on tombe sur le bon livre qui apporte le bon souffle, moi, c'est ce que j'essaye de faire dans l'histoire, dans Un peu plus près des étoiles. C'est l'histoire de 7 adolescents qui sont défigurés. Et donc là, on peut dire que oui, effectivement, tout est foutu. On ne va pas avoir un futur extraordinaire et on est conditionné. Et il rencontre un jeune qui, lui, est un peu abîmé de l'intérieur. C'est pas l'extérieur qui est endommagé, c'est son intérieur. C'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils vont trouver des voies et qu'ils vont trouver de l'espoir. Et je crois beaucoup en ça, en cette idée que oui, c'est parce que tout est intense et que tout est vécu tragiquement que justement les voies de sortie sont encore plus belles, les rencontres sont encore plus intenses.
qu'elle soit pour de vrai, ou qu'elle soit avec des livres, ou des films, ou des séries, ou de la musique. C'est pas pour rien qu'à 14 ans, on est fan absolu de musique et qu'on se balade avec la musique dans la rue. Là, j'ai des jeunes, ils se baladent dans la rue, ils ont leur buzz là maintenant à fond. Et quoi, tu te balades dans la rue avec ta buzz à fond, mais parce que voilà, c'est ce qui te permet d'amortir l'instant et d'être accompagné. Nous sommes d'accord. Pour revenir sur cette question sur le choix, je reprendrai peut-être ce que disait Marion sur la maternité. Par exemple, aujourd'hui, une fille a le choix, une femme a le choix de faire un enfant ou pas avec la pilule. On a eu cette avancée-là. Et en même temps, quand on regarde les chiffres, il y a très peu de femmes qui n'enfantent pas. Donc je pense que le poids des conventions, des normes, est extrêmement pesant. Et je parle souvent des réseaux sociaux, de la célébrité dans mes romans, parce que je pense particulièrement à cette époque, ça l'a toujours été, mais là c'est vraiment amplifié, le poids de l'image, des apparences, est extrêmement puissant, lourd, très lourd à porter. Et donc même s'il y a eu des libertés, par exemple, féminines acquises, ça ne veut pas dire qu'on s'en saisit complètement. Et je répondrai aussi non au phénomène de choix, parce qu'on voit aussi qu'on est dans un repli dans certains pays, par exemple, sur le droit à l'avortement ou autre. Et donc que des filles aujourd'hui, des ados se disent je me sens entravée dans ma construction féminine, je le comprends parfaitement et je pense qu'on est encore dans un vrai combat pour gagner cette liberté-là. Moi, je pense qu'on est non seulement dans un vrai combat, mais que tu dis pour gagner cette liberté-là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un combat qui sera constant, tout le temps, qui reviendra avec des pics et des avancées et des reculs et que... qu'on arrive à gagner complètement dans le sens, j'en doute même parfois. Et pour le fait d'être entravé, là pour le coup, je pense que on est quand même dans une période que je trouve compliquée, dure, et l'entrave, elle est terrible pour les filles, mais je pense que là c'est global. C'est global. Je pense qu'un jeune aujourd'hui se sent entravé dans ce qu'il a envie d'être ou de devenir ou de construire. Même nous, là, à nos âges, on se sent complètement entravé tellement la période est atroce et tellement on se prend des lois sécuritaires sur la tête et des lois liberticides ou même le travail est en train enfin bon, les droits, on est quand même en recul sur énormément de droits et c'est extrêmement anxiogène. Et je pense qu'être un jeune aujourd'hui, là, dans la période, c'est... Ouais, il y a de quoi... Oui, en fait, ils sont entravés. C'est pas juste un sentiment. Hein. Je trouve. Merci. Merci. Du coup, on avait une autre question, parce qu'on parlait du choix ou pas d'être mère. Et en fait, Marion Brunet, on s'est aperçu que la mère célibataire, elle était centrale dans 3 de vos romans, au moins. Et voilà, on voulait savoir pourquoi. On voulait savoir si c'est un sujet qui vous importait beaucoup. Ou... Alors, c'est marrant, ça, j'avais pas forcément identifié. L'été circulaire, c'est une jeune... Ouais. Voilà, les 3, elles sont... Ouais, mais dans l'été circulaire, l'été circulaire traite vraiment de la famille et d'une dynamique familiale avec les 2 parents. Donc, mais effectivement, elle se retrouve seule avec son enfant. Ouais, peut-être que quand j'essaie de travailler sur le lien mère-enfant, c'est peut-être seul avec son enfant et de ce qui finalement d'ailleurs qu'il y ait un père ou pas, qu'il existe ou pas, que je le traite ou pas. Enfin voilà, la question c'est plutôt que ce qui m'intéresse, c'est de traiter ce face-à-face peut-être entre le parent, l'enfant, entre la jeune fille, jeune femme, adulte avec sa maternité, et dont finalement l'autre parent est exclu. Ouais, c'est possible. Je ne suis pas sûre d'avoir un propos super intelligent et super réfléchi sur la question, mais je vais y penser du coup. Voilà, parce que vous avez interrogé. Merci en tout cas. D'ailleurs, le père est absent quand même dans les romans qu'on a proposés aux ados. Si vous regardez bien. C'est-à-dire que c'est quand même une thématique qui ressort. Donc effectivement, dans Au plus près des étoiles, non, puisque c'est le père qui est central. Mais globalement, il prend la place d'une mère absente. Donc l'un dans l'autre, on retrouve quand même
un peu cette figure de la mère responsable, soit de l'enfant, soit de l'absence, voilà, et le père, soit absent, soit qui doit prendre la place d'eux. Ça a été interpellant pour nous. Est-ce que vous pourriez développer ou pas? En fait, j'ai de réfléchir par rapport au thème de notre rencontre. Donc, en fait, cette idée de destin, et forcément, nos destins, ils sont liés à nos parents. Et à l'absence, à la présence, au manque, au grain de sable qui vient se glisser dans la mécanique familiale. Et c'est vrai que quand on écrit des histoires parce qu'il y a des failles, et parce qu'il y a des manques, et parce qu'il y a des vides, et que du coup, c'est peut-être aussi un des mécanismes de narration qui fait que, voilà, père, mère, c'est une puissance narrative qu'on utilise. Moi, je sais que dans un peu plus près des étoiles, oui, la mère n'est pas là, elle laisse des traces avec des cassettes des années 80, et elle est présente sans être là. Oui, enfin, je ne sais pas trop quoi répondre. Donc, si je peux parler de la fille de Fizi, où il y a effectivement, vous avez raison, Lou n'a pas de père. Son père est parti, et cette partie de l'intrigue était très importante. Il y a une absence, il y a un vide, et elle vit en fusion avec sa mère et la grand-mère. C'est-à-dire, on est vraiment dans une maison de femmes, et ça me fait penser à Vanda, parce que je disais à Marion que je venais de finir son livre, mais on a vraiment aussi, je dirais presque les conséquences d'une fusion maternelle. Aussi très forte, quand il n'y a plus de place pour le père ou pour l'homme. Et je pense qu'il y a de cette recherche chez nous alors je vais faire un jeu de mots, mais bon, c'est comme ça que je voyais aussi, de repères à travers cet homme politique, ou à travers de chercher à un moment donné un repère. Et donc oui, il y a à la fois une absence d'ordre intime de père, et en même temps dans la société de repères, très clairement, et notamment, alors ça faisait écho dans ce livre-là aussi aux magouilles politiques, aussi cette défiance à l'égard des politiques, qui, à mon avis, chez les jeunes, crée aussi, accentue cette perte de repères. Et si en plus ils n'ont pas de père, alors là, ça devient compliqué. Merci. Marion, vous avez... Non ? Non. Non, mais en revanche, je mettrais un petit bémol, parce que moi, ça m'intéresse d'exploiter aussi d'autres formes de parentalité. Et je crois que dans mes autres, je faisais le topo en même temps, je me disais, mais quand même dans mes autres bouquins, et je pense à mon personnage de Jeanne dans Le Désordre, par exemple, qui, elle, pour le coup, a grandi avec son père, avec une mère absente. Je pense à, enfin voilà, et Frangine, où il y a une famille. Alors, il n'y a pas de père, mais par contre, il y a deux mères. Donc la famille m'intéresse de toute façon, et avec des formes différentes aussi. Ça, je trouve que c'est très intéressant, parce que la famille avec un papa et une maman et des enfants, ça existe bien sûr, mais il y a aussi tout un tas d'autres formes de famille qui m'intéressent, et ça m'intéresse d'aller voilà, explorer d'autres formes de parentalité, ou même de groupe familial, parce que même la bande dans Le Désordre, pour moi, c'est une forme de famille. Donc c'est plutôt comment on fait famille, en fait, comment on fait groupe au-delà, malgré ou à cause de la famille réelle dans laquelle on a grandi. Et puis l'adolescence, c'est aussi un âge où leur expression, c'est ouais, le sang. Je veux dire, les amis, c'est le sang. Et le sang, c'est la famille. Et je pense que c'est justement des âges où on se construit sa famille. On se la fait, et c'est justement cette famille de choix qui est essentielle. Et dont tu parles, justement, dont moi aussi je parle dans Un peu plus près des étoiles. C'est ces familles-là qui sont en dehors du schéma classique père-mère, qui sont intéressantes à écrire et à décrire. Alors, on s'est posé aussi une question un peu compliquée, mais pas tant que ça, finalement.
On parlait de déterminisme social, de lois un peu votées par les hommes, pour une société quand même où 49, je crois, 6% sont des femmes. Et on s'était demandé si la société finalement était matriarcale. Pensez-vous que l'instinct de domination qui s'applique, qui est propre à l'humain, ne s'appliquerait pas? Est-ce que vous avez compris ma question? Est-ce que je recommence? J'ai bien vu à vos têtes que je n'avais pas été claire. Si la société était matriarcale, pensez-vous que l'instinct de domination propre à l'homme ne s'appliquerait-il pas? Alors, je vois pas trop le rapport avec nos livres, en fait. Ou alors, peut-être qu'il faudrait essayer de le tirer. Enfin, parce que... Alors, en fait, c'est ce qui était ressorti du déterminisme où on revient sur la maternité, ce que vous disiez, que les femmes, fallait qu'elles aient des enfants, fallait que ce soit les femmes qui soient maîtres du foyer, entre guillemets, et ce genre de choses. Et on s'était posé la question si ça avait été l'inverse, est-ce que le déterminisme se serait posé de la même façon sur les hommes, en fait? Voilà. C'est les questions qui étaient ressorties de ça. Alors moi, j'en sais rien, mais je pense qu'en plus, elle est compliquée, cette question, parce qu'il faudrait déjà qu'on détermine qu'est-ce qu'on entend par matriarcat. Et donc, quand vous posez cette question-là, qu'est-ce que vous entendez par matriarcat? Est-ce que ce serait une inversion de situation? Est-ce que ce serait... parce que le matriarcat, c'est les mères qui sont... donc, déjà, ça induit qu'elles sont mères, donc ce ne sont pas les femmes, ce sont des mères. Donc, c'est une question qui me semble complexe, et là où je rejoins Rachel, c'est que là, on est plus sur une question de société complexe et où j'ai du mal à faire le lien avec nos bouquins, ou en tout cas à répondre... simplement. En fait, j'ai l'impression qu'il faudrait beaucoup de temps. On vous remercie, on s'est autorisé à la poser, on comprend complètement, vous inquiétez pas. Bon, ça va. Marion Donc Brunet, on va répondre oui. Merci. Une question qui est ressortie de vos livres, Marion Brunet. Pourquoi y a-t-il toujours on avait l'impression, pourquoi il y avait toujours un échappatoire dans vos romans ados et une fatalité dans vos romans adultes? Alors, je ne parlerai pas de fatalité. Je dirais qu'il y a peut-être plus de désespoir et peut-être alors pas de noirceur, parce que je pense qu'il peut y avoir aussi de la noirceur dans mes romans jeunesse, mais ça rejoint un petit peu la discussion qu'on a eue tout à l'heure en rencontre avec Vincent. Je crois que quand j'écris en jeunesse, j'ai des personnages qui se battent, qui sont plus en capacité de se battre, mais peut-être aussi parce qu'ils sont plus jeunes. Et en adulte, j'ai des personnages qui subissent effectivement beaucoup plus et qui ont beaucoup plus de mal à agir sur leur monde et à voir leur combat récompensé et une évolution de leur situation. Peut-être j'ai pas juste envie de désespérer la jeunesse, mais et que j'ai besoin de mettre quand même de la lumière, même dans des situations tragiques ou voilà, parce que ça me semble important. Parce que ça me semble important de pas non plus induire que tout combat mène à un échec. Sinon, on arrête tout. Et c'est vrai que quand j'écris en adulte, peut-être que je m'autorise un petit peu plus cette... alors, je dirais pas fatalisme, mais peut-être un peu plus d'amertume et voilà. De voix sans issue, peut-être, on va dire. Merci. Les ados s'étaient posé la question suivante. Comment travaillez-vous vos personnages ados? Est-ce que ce sont des personnes proches de vous? Est-ce que ce sont les ados que vous avez été ou que vous auriez connus lorsque vous étiez vous-même ado? Ce qui nous amène à la question de Fergal,
qui est un jeune de nos tribus, c'est comment est-ce que vos personnages secondaires sont importants et quelle place vous leur donnez? Voilà, ça fait beaucoup de questions en peu de temps. Alors, je crois que écrire, c'est partir de soi et s'en éloigner. Pour moi, en tout cas, c'est justement l'art de la fiction. On va puiser en soi et puis on va loin de soi parce que dans ces cas-là, on parlerait que de soi et il n'y a pas d'intérêt. Donc, construire un personnage, c'est un peu un travail que fait peut-être. Je rapprocherais ça des comédiens quand ils incarnent, quand ils font vivre des entités qui sont pas eux et qui s'approprient et qui deviennent eux puis qu'ils quittent parce que voilà, le temps du jeu, ils quittent cette entité-là et je crois que l'écriture pour moi c'est ça. Et c'est vrai que du coup que ce soit un personnage secondaire ou que ce soit le premier, c'est un monde qu'on imagine et c'est un monde qu'on restitue et c'est un monde qu'on fait vivre et que chaque détail est essentiel et si on rate un détail, je pense que le tout est fait de détails et que le détail raté gâche l'ensemble. Merci. Oui, moi, je m'aperçois que j'ai peu de personnages secondaires, j'ai l'impression. Et je crois que c'est parce que j'aime bien pour cet âge-là, l'adolescence, de vraiment donner la parole, en fait. J'ai des personnages qui sont assez marginaux. Et pour moi, l'élan, c'est de dire maintenant, c'est toi, que toi. Tu dis exactement ce que tu veux, comme tu le dirais, comme tu n'as pas pu le dire, en fait. Et donc, j'ai un peu tendance, je crois, à effacer, en fait, ou à les mettre dans l'ombre, les personnages secondaires. Moi, je dirais que je parle quand même plutôt de l'adolescente, de mes souvenirs de l'adolescente que j'ai été, plus que d'adolescent que j'ai pu connaître. En même temps, j'ai bossé aussi avec des ados, mais je crois que je vais plutôt chercher dans mes propres émotions et dans quelque chose peut-être d'un peu universel. Enfin, en tout cas, je vais tendre vers ça en partant de l'intime et en cherchant l'universel. Et pour la question des personnages secondaires, alors pour moi, ils sont quand même super importants et ils créent une pluralité. Enfin, ils sont presque ils s'emboîtent en fait. Tous mes personnages, ça crée une espèce de dynamique globale et qui va éclairer, l'un va éclairer l'autre en fait. Comme je ne sais pas si je suis très claire, comme un dialogue va donner des informations au-delà du dialogue sur l'histoire, mais je pense qu'un personnage va en éclairer un autre en fait. Oui, c'est une idée de puzzle en fait et d'emboîtage de parties qui font que le tout se forme quand les parties s'emboîtent. C'est ça, c'est exactement ça. Oui, mais je comprends. Enfin. Ouais. Et du coup, voilà, c'est une question d'éclairage en fait. J'ai l'impression qu'un personnage secondaire va approfondir mon personnage principal en fait. Donc pour rebondir sur la question de Fergal, vous leur donnez autant d'importance finalement? Mais je crois que je me pose même pas la question. Ouais. Moi, je me pose pas la question, mais je crois que je leur donne, je les travaille autant que mon héros ou mon héroïne. Ouais. C'est une réponse importante pour lui parce qu'il veut être écrivain et libraire. Choisir sa destinée ou subir son destin. En tout cas, lui, il a choisi de vouloir être dans le monde des livres, ça c'est sûr. Merci. On est presque à la fin. Une question qui nous est venue aussi, c'est que dans vos romans, les personnages, effectivement, font ce qu'elles peuvent ou ce qu'ils peuvent pour avancer. Donc on revient un peu à cette idée de la femme. La question qui est ressortie, c'est pensez-vous que la femme, en définitive, a peur d'être libre de choisir sa destinée? A peur d'être libre de choisir sa destinée. C'est complexe. Hein. Donc il y a la
peur d'être libre de choisir sa destinée. Alors, moi, je voudrais juste dire un petit truc pendant que Rachel réfléchit. Je voudrais juste dire que j'ai un petit peu du mal avec le terme la femme, qui pour moi ne veut pas dire grand-chose. Je préfère quand même les femmes, en fait, voilà. Et j'ai une réponse très, très, très succincte, et après je laisserai Rachel rebondir. Je dirais juste non. Voilà. Écoute, je vais aller sur ta lancée et je vais dire non plus. Caroline, à toi. Allez, on clôt avec un troisième nom. Merci beaucoup. Merci. Vous avez toutes les trois une actualité à nous présenter, peut-être. Nous vous écoutons. Là, tout de suite, là, maintenant. Alors, donc, j'ai un roman qui sort en janvier, qui s'appelle Les enfants du Lutetia, qui parle de... c'est pour les 14 ans, qui parle de c'est un roman historique qui se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire de 4 enfants qui attendent le retour de leurs parents, qui reviennent des camps. Voilà, l'hôtel Lutetia, donc l'endroit où les rescapés revenaient, et c'est la Shoah vue du côté justement de ces enfants-là. Merci. Caroline. Oui. Actualité, je dois envoyer demain soir mon manuscrit. Donc, je suis en plein dedans, et donc il sortira en mars. Il s'appellera Carnet de survie de mon adolescence. Donc, encore une comédie. Et moi, je sors donc en janvier aussi, comme Rachel, un roman qui s'appelle Plein Gris, et qui se passe, c'est un huis clos sur un voilier. Et c'est contemporain. Ce sont 4 jeunes sur un voilier. En fait, le roman s'ouvre sur le corps du 5e qu'on remonte à la surface, et on va découvrir au fil du bouquin, d'une part, comment ils en sont arrivés là et pourquoi ce 5e est mort. Et en même temps, ils vont affronter une grosse tempête. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cet exercice a été difficile aussi pour nous. Les questions qui sont venues étaient des questions qui avaient été posées quand même par les ados à l'issue de la lecture, qu'on a essayé de reformuler du mieux qu'on pouvait, quelquefois maladroitement, manifestement. Non. En tout état de cause, vraiment, ce qui est intéressant de garder, c'est que vos livres ont vraiment marqué les adolescents de la tribu. Ça a répondu, je crois, à des interrogations, quelquefois des questions qu'ils ne s'imaginaient même pas se poser, je crois, et pour lesquelles sont arrivés des questionnements à l'issue des lectures. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aller de l'avant, et quelquefois, on peut faire des pieds de nez à ce qu'on croyait comme une obligation ou comme notre vie à venir. Donc voilà, je tenais quand même à vous le dire. Merci. Vous êtes de très belles autrices pour les ados. On continuera à défendre vos romans avec ferveur, et on continuera à les faire lire à nos ados. Merci. Et puis merci à eux pour ces questions qui étaient... Voilà, c'est vrai qu'elles étaient complexes, hein, mais justement, c'est parce qu'elles étaient denses que peut-être qu'on a eu du mal à y répondre, mais elles étaient vraiment intéressantes. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci à vous trois. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.